Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le 19h45. Voici le sommaire de ce journal. Accident de la route, une série noire sans fin, 3 morts dans un choc entre une ambulance et un véhicule particulier près de Ross Béthio. Le cortège du ministère des Transports terrestres également touché par un accident, des blessés légers. Affaire Petrotim, la DIC a fini son enquête, rapport transmis au procureur de la République qui va saisir un juge d'instruction pour une information judiciaire. Nouveau bachelier, le casse-tête de l'après-bac, pour les uns la menace des universités privées de leur fermer la porte faute de paiement, pour les autres l'attestation leur permettant de s'inscrire à l'étranger n'est pas encore disponible, la direction de l'enseignement supérieur rassure. Et puis la Gambie en deuil, le père de l'indépendance tire sa révérence. L'ancien président Daouda Kairaba Diawara est décédé aujourd'hui. Il fut un des acteurs de la Confédération sénégambienne. Enfin, un peu d'histoire. Ce soir, il était une fois un roi du nom d'Alpha Yaya Diallo. Le passage de ce souverain guinéen à Kédougou laisse un mauvais souvenir. Une équipe d'ITV a séjourné dans cette région située au sud-est du Sénégal. Bienvenue. Nous venons donc de l'apprendre, encore et encore un accident et un lourd bilan de 3 morts et un blessé grave sur la route de Richard Toll. Une ambulance de Souma Assistance qui avait quitté Saint-Louis est entrée en collision à la sortie de Ross Béthio avec un véhicule particulier qui venait en sens inverse. Et tenez-vous bien, l'ambulance partait pour secourir d'autres personnes victimes dans l'accident du cortège du ministère des Transports terrestres. Cet accident survenu à 6 km de Dagana avait fait ce matin 4 blessés légers, aussitôt évacués à l'hôpital de Richard Toll. Le ministre Oumar Youm et ses collaborateurs revenaient d'une visite de chantier de 5 jours dans les régions de Tambacounda, Kédougou, Matam et Saint-Louis. La sécurité routière, justement, une préoccupation sous-régionale. Un atelier a réuni à Dakar les forces de défense et de sécurité du Sénégal et du Burkina Faso pour un partage d'expériences. L'ONG Partners West Africa est à l'origine de la rencontre. Sa directrice exécutive, Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, justifie le choix des deux pays. Le choix du Sénégal et Burkina, ce sont deux pays du Sahel, avec des expériences différentes en matière de sécurité routière. Le Sénégal partage des frontières avec la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Mali et la Mauritanie. Et le Burkina partage des frontières également avec le Togo, le Bénin, le Niger et le Ghana. Et lorsque nous voulons une approche régionale, dans le cadre de l'insécurité, notamment l'extrémisme violent, le Sénégal n'a pas à ce jour également eu par exemple, si je peux le dire comme ça, fait face à l'extrémisme violent. Et le Burkina, malheureusement aujourd'hui, connaît les contre-coups du terrorisme et de l'extrémisme violent. Et récemment, ces derniers temps, malheureusement, les forces de sécurité du Burkina sont ciblées par les terroristes. Donc vous comprendrez que le choix de ces deux pays en matière de collaboration et d'échange est un choix pertinent. Une toute autre actualité, il s'agit du pétrole au Sénégal. La division des investigations criminelles a bouclé son enquête sur le présumé scandale à 10 milliards de dollars. Une information e-radio, le procureur qui a reçu le rapport va saisir un juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire, une instruction qui se fera à charge et à décharge comme le prévoit la procédure. Le détail avec Ibrahima Kamara. Je viens d'être saisi du dossier et j'ai saisi le chef de la DIC pour enquêter. Tous ceux qui sont détenteurs de contrats ou de pré-contrats pourront aller au niveau de la DIC. Ainsi s'exprimait le 12 juin dernier le procureur de la République Serigne Bassirou Gueye lors d'une conférence de presse portant sur l'affaire Petrotim après les accusations de corruption à 10 milliards de dollars de la BBC.
impliquant le frère du président Aliou Sall. Moins de 3 mois plus tard, l'affaire évolue. Selon les informations exclusives de e-Radio, la DIC a posé un jalon dans le dossier Petro-Tim qui lui avait été confié. Elle a en effet bouclé son enquête judiciaire et transmis son rapport au procureur de la République qui, dans la foulée, va saisir un juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire. Suivant la procédure d'usage, le juge va ainsi mener une enquête à charge ou à décharge. Dans le premier cas, l'on ira vers un procès. Dans le second, vers un non-lieu et le dossier classé sans suite. Lors de son enquête judiciaire ayant suivi l'appel à témoins du procureur, la DIC a vu défiler plusieurs personnalités politiques. Babacar Mbaye Ngaraf, Abdoul Mbaye, mais également des membres de l'administration, Mamadou Faye Petrosen, et de la société civile, Birahim Seck, entre autres. Des leaders politiques comme Thierno Alassane Sall et Ousmane Sonko avaient décliné l'invite du procureur. Retour à quelques mois en arrière sur cette affaire. La diffusion de l'enquête de la BBC le 3 juin dernier avait provoqué une véritable onde de choc dans le pays. La classe politique, les mouvements citoyens, jusqu'au président de la République récemment. Les réactions ont fusé de toutes parts. Hassan Gueye nous fera un rappel des postures des uns et des autres probablement avant la fin de cette édition. Éducation, certains nouveaux bacheliers risquent de ne pas découvrir les études supérieures. Les établissements privés d'enseignement supérieur menacent de leur fermer les portes. Le gouvernement n'aurait toujours pas réglé ses arriérés, d'où le point presse organisé ce mardi par le cadre unitaire des organisations privées d'enseignement. Compte rendu Moustapha Gabar Diop avec Mafalfal. Depuis 2013, l'État du Sénégal oriente le surplus de bacheliers ne pouvant être accueillis par les universités publiques vers des établissements supérieurs privés. Un partenariat basé sur un contrat dont le gouvernement tarde à payer les arriérés qui s'élèvent à 18 milliards de francs CFA. Selon le cadre unitaire des organisations privées d'enseignement supérieur, si le gouvernement ne respecte pas ses engagements, de nombreux établissements pourraient fermer. Nous avions trouvé un chronogramme avec le gouvernement pour éponger progressivement la dette. Ils ont respecté ce chronogramme jusqu'au mois d'avril. Après, il y a eu blocage. On s'est dit que c'est dû au fait qu'il y a eu changement de gouvernement. Mais nous nous sommes rendus compte par la suite que, en réalité, ce n'est pas dû à un changement de gouvernement. C'est un non-respect des engagements parce que l'ancien ministre des Finances s'était engagé à mettre 4 milliards dans la loi des finances rectificatives et que le ministre de l'enseignement supérieur devait trouver en réallocation de ressources 4 autres milliards, ce qui n'a pas été le cas. Pour le QDOPES, les établissements privés d'enseignement supérieur ont assuré un service sans être payés. Ils estiment que l'État devrait au moins donner un échéancier pour le règlement des arriérés. Ils nous ont dit qu'ils vont nous payer 4 milliards, mais on ne sait pas quand. On leur demande un calendrier parce que c'est ce calendrier qui va nous permettre de pouvoir retourner auprès de nos bailleurs, à savoir les banques et tout ça, pour leur dire « Ok, avancez-nous de l'argent, à telle date, on va vous payer ». Mais si le gouvernement ne s'engage pas, nous ne pouvons pas nous engager auprès de nos bailleurs. Donc, nous n'avons plus de fonds de roulement pour pouvoir continuer les enseignements. Si l'État respecte ses engagements, nous allons continuer le partenariat. Si l'État ne respecte pas, les établissements étant libres, parce que nous sommes des hommes d'affaires, tout établissement qui est capable de prendre des étudiants en attendant que l'État paye est libre de faire ce qu'il veut. Près de 60 établissements privés d'enseignement supérieur participent à ce partenariat avec l'État. Près de 40 000 étudiants en bénéficient actuellement. Restons dans l'univers universitaire. Les bacheliers de la série des sciences techniques, économiques et de gestion courent derrière leur attestation. Un parchemin essentiel pour les démarches en vue d'intégrer les grandes universités. À cela s'ajoute leur non prise en compte par la plateforme Campusen. Un appel pressant est lancé aux autorités pour débloquer la situation. Omar Khan Barasso. Si rien n'est fait, il risque l'année blanche. Les nouveaux bacheliers de la série des sciences techniques, économiques et de gestion ne peuvent pas s'inscrire sur la plateforme Campusen et n'ont toujours pas reçu leurs attestations du baccalauréat. Depuis 2 mois 5 jours, les nouveaux bacheliers de la série STEG se sont expulsés
du monde éducatif, car ils n'ont pas encore reçu leurs attestations. Et ce qui améliore leurs angoisses, c'est qu'ils ne peuvent pas s'inscrire à la plateforme de Campusen, tout simplement parce que la plateforme ne les reconnaît pas. S'en rajoute aussi ceux qui veulent étudier à l'étranger, car tout le monde sait que sans attestation, les universités étrangères ne pourront pas accepter leurs demandes. Dans l'office du bac, on dit souvent que la série SCG n'a pas de motif et le président n'a pas encore signé le décret. Un décret que devrait signer le chef de l'État. Il demande à ce dernier d'écourter ses vacances pour venir régler leur situation. La date limite pour la plupart d'entre eux, c'est le 10 septembre. Ce qui veut dire que, est-ce que nous pouvons attendre l'arrivée du président qui doit être là le 2 septembre pour pouvoir régler cela? Nous demandons au président de la République de cesser tout ce qu'il fait pour venir sauver ses enfants, de la nation, l'avenir de ce peuple. Et si leur problème n'est pas réglé d'ici quelques jours, nous devons normalement aller à Diamniadio, dans le sphère ministérielle, pour voir le secrétaire général du cabinet du ministre. Maintenant, si nous n'avons pas de retour favorable, nous allons passer à la vitesse supérieure. On doit avoir une réunion avec les autres organisations. Les bacheliers de la série des sciences techniques, économiques et de gestion craignent une année blanche. Ils demandent à être intégrés dans la plateforme Campusen et réclament leurs attestations du baccalauréat. Réaction de la direction de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Elle informe dans un communiqué que pour cette année 2019, les titulaires du nouveau baccalauréat STEG, ancien baccalauréat G, ne pourront pas accéder directement à la plateforme Campusen ouverte pour les autres séries. En conséquence, il est demandé aux titulaires du bac STEG de patienter car comme pour leur inscription à l'office du baccalauréat, une procédure particulière sera mise en place ultérieurement pour leur permettre de s'inscrire sur la plateforme Campusen pour leur admission dans les établissements d'enseignement supérieur. Je vous le disais il y a un instant, nous revenons sur l'affaire Petro-Tim avec l'enquête qui est bouclée par la DIC. Le procureur de la République est entré dans la danse. Il va transmettre le dossier à un juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire. Cette affaire a éclaté le 3 juin dernier avec une enquête de la BBC, une véritable onde de choc s'en est suivie dans le pays. Hassan Gueye rappelle les positions des uns et des autres sur cette affaire. Le séisme déclenché par l'enquête de la BBC intitulée Sénégal, scandale à 10 milliards de dollars a été suivi par d'immenses répliques et des tombereaux de réactions affligées dans le pays. Le principal mis en cause, Aliou Sall en l'occurrence, accusé d'avoir perçu des pots de vin, n'a pas mis beaucoup de temps à organiser la riposte devant, ce jour-là, une forêt de caméras et entouré de ses conseils qui annoncent le dépôt immédiat et sans délai d'une plainte à l'échelle nationale et internationale contre la chaîne publique anglaise. Aliou Sall a jugé que le pamphlet de la BBC était faux et truffé d'incongruités et qu'en définitive, tout ce qu'on lui reproche, c'est d'être le frère du chef de l'État. L'éclaboussure le fera pourtant quitter son poste de DG de la CDC. Le jour de la Korité, le gouvernement organise sa communication de crise. Le porte-parole Neyti Ndiaye Diop procède à une lecture laborieuse d'un discours fleuve au terme duquel on retient que le dossier de la BBC est un chapelet de contre-vérités et de manipulations visant à jeter l'opprobre sur le pays. Quelques heures plus tôt, le chef de l'État, à la fin de la prière à la Grande Mosquée, dénonce une tentative de déstabilisation, ajoutant que jamais un pays n'avait pris autant de garde-fous pour échapper à la malédiction du pétrole. Les vents contraires viendront de l'opposition. Très en avant dans cet imbroglio, les leaders du Congrès de la Renaissance démocratique, Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall, ont décelé une association de malfaiteurs et demandent au procureur d'engager des actions rapides pour dénouer les contrats frauduleux et sanctionner les acteurs ainsi que les complices de ceux qui passent à leurs yeux pour un crime d'État. Dans cette affaire consécutive à l'attribution de 2 gisements pétroliers à BP, Ousmane Sonko, lui,
visera directement le chef de l'État qu'il tient pour seul responsable. La société civile, les mouvements citoyens, notamment Arli Bok et les activistes de tout Akabi, ont aussi exigé la lumière sur les contrats pétroliers et gaziers. À plusieurs reprises, des manifestations pacifiques ont été initiées à Dakar. 3 mois après les révélations de BBC, ces mobilisations de rue, en termes de popularité, ont été tout simplement mi-figue, mi-raisin. Les pluies qui sont abattues dans le pays il y a quelques jours ont rendu inaccessibles certains endroits dans la banlieue de Dakar. De nombreux quartiers sont inondés. On y devine aisément les difficultés de déplacement. Un manque à gagner pour les chauffeurs de transport et autres mécaniciens. C'est un reportage de Boudal Diagne. Dans certains quartiers envahis par les eaux de pluie, l'hivernage rime aujourd'hui avec désespoir et colère. Nous n'avons pas assez de caniveaux. Nous faisons face à beaucoup de désagréments en cette période et nous payons jusqu'à 30 000 ou 25 000 pour la maintenance. Parfois, je passe une semaine sans bosser. La période hivernale constitue un véritable test de la ténacité des chauffeurs de taxi, des populations et surtout des mécaniciens. Nous passons toute la journée à travailler, mais c'est un peu probable d'assurer la dépense. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce galvanisateur est la preuve vivante de cette assertion. En général, crevaisons sont très fréquentes en cette période et la vente et la réparation se portent merveilleusement bien. La saison des pluies est un manque à gagner énorme pour les chauffeurs de taxi, de clando et les mécaniciens. Ils interpellent les autorités pour l'érection de pavés, d'assainissement, de canalisation pour régler définitivement le problème d'évacuation des eaux dans la banlieue. La Gambie perd son premier président. Daouda Kairaba Diawara est décédé aujourd'hui à 95 ans. L'actuel président du pays, Adama Barrow, lui a justement rendu hommage sur Twitter. Son décès est une grande perte pour le pays en particulier et pour l'humanité en général. Matar Nguer nous dresse le portrait de ce père de l'indépendance de la Gambie. Le père de l'indépendance de la Gambie s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 95 ans. Daouda Kairaba Diawara a dirigé le pays presque un quart de siècle, de 1970 à 1994. Vétérinaire de formation, il a commencé à s'intéresser à la politique en côtoyant le mouvement des jeunes du Parti travailliste britannique. En ce moment, il était étudiant en Écosse. Ministre plusieurs fois sous la tutelle de la couronne britannique, il a fini par être le premier président de la Gambie. Après une courte confédération sénégambienne, il sera éjecté de son fauteuil par un coup d'État mené par Yahya Jammeh en juillet 1994. Le scénario se répète 3 ans avant. Un coup d'État a été déjoué in extremis par les troupes sénégalaises. Contraint à l'exil au Sénégal, Daouda Diawara rentre finalement en 2010, suite à une mesure d'amnistie prise par le président Yahya Jammeh. Les Gambiens ne sont pas encore prêts à oublier le père de leur nation et de leur démocratie. Et toujours dans cette actualité internationale, le naufrage au large de la Libye, 5 personnes sont mortes et 20 migrants disparus selon la marine. Au Soudan, pluie diluvienne et inondations monstres, des milliers de familles dorment à la belle étoile. Il est aussi question du Cameroun et de la rencontre Trump-Rouhani. Le récit de Youssouf Konté. 5 migrants, dont une femme et un enfant marocain, ont trouvé la mort dans le naufrage survenu au large de la Libye ce mardi. 20 autres personnes sont portées disparues selon la marine libyenne qui indique que 65 autres migrants, la plupart des Soudanais, avaient été secourus avec l'aide de pêcheurs au large de la ville de Homs, à l'est de la capitale libyenne, Tripoli. Un
L'incendie survenu le 7 août dernier à Yaoundé provoque des délestages et plonge la ville dans le noir. Depuis près d'un mois déjà, les populations sont obligées de vivre au rythme des coupures récurrentes, une situation qui affecte négativement l'économie de la capitale camerounaise. Les habitants excédés disent en souffrir énormément. Ils demandent que la situation revienne à la normale. Un début de décrispation entre l'Iran et les États-Unis. Le président iranien Hassan Rouhani a appelé ce mardi son homologue américain Donald Trump à faire le premier pas en levant toutes les sanctions contre son pays. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a souligné lors de sa visite surprise au sommet du G7 de Biarritz en France qu'une rencontre entre les deux présidents n'est pas à exclure. Abus dangereux pour votre santé. Nous ne vous parlons pas ce soir de la cigarette, mais de la farine. L'adage selon lequel tout excès est nuisible est valable pour ce féculent. Or, il ressort de nos habitudes alimentaires une forte propension des Sénégalais à consommer de la farine. Cheikh Hassan Fall, sur les images de Barasso, nous explique pourquoi il est important de manger équilibré. Ne dit-on pas que le premier médicament est l'alimentation? Trop de farine, trop de glucose, trop de féculents, voilà comment se résume l'alimentation sénégalaise, un régime qui n'est pas des meilleurs. En fait, au Sénégal, on a une alimentation trop riche en féculents. Ce ne sont pas que des pâtes, ce sont des produits farineux. Ça peut être les pommes de terre, le riz, les pâtes, comme vous dites, le blé. Et donc, on a une alimentation trop riche en ces féculents-là. On prend du pain le matin, du pain parfois le midi ou du riz, et parfois encore des pommes de terre et du pain le soir. Ce qu'on remarque, c'est qu'ici, le matin, je prends du pain. Avant le repas du midi, les gens prennent encore des arachides ou des produits gras et d'autres féculents. Le midi, on en rajoute. Il y a trop. Un trop-plein qui affecte notre santé. Une mauvaise hygiène de vie, il y a tout ce qui est maladies non transmissibles. Il y a le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et de plus en plus de cancers. Donc on entend des cancers du côlon. Tout ça découle d'une mauvaise hygiène alimentaire. Donc on peut le modifier facilement. Encore faudrait-il avoir envie de se donner les moyens de changer son alimentation. Manger, bouger, mais aussi équilibrer ce que nous mangeons serait un excellent remède. Avoir une alimentation saine, c'est je mange des féculents, ma part de féculents. Je mange peut-être pas 3, je mange 5 fruits et légumes. Dans certaines pathologies, je ne peux pas manger trop de fruits, donc il faut avoir en tête que je dois diversifier. Donc, manger, bouger, c'est primordial parce que ça revient dans cette balance. Autant je dois manger, je dois m'alimenter pour vivre, pour ne pas avoir de carence, autant je dois me dépenser. Et une fois que la balance est réglée, on peut éviter tout ce qui est maladies non transmissibles. Du pain le matin, du riz à midi et quelquefois des pâtes le soir, le menu est devenu un rituel pour bon nombre de Sénégalais et le revoir ne serait que bénéfique pour nous et notre bien-être. Faisons un peu d'histoire à présent. Sujet, les royaumes africains. Il n'en reste que très peu aujourd'hui. Un roi guinéen qui n'a pas laissé que de bons souvenirs. À Kédougou, le passage d'Alpha Yaya Diallo avait été fatal aux Bassari et autres Bédiques. Afin de leur mener la vie dure, le souverain avait érigé un grand mur dans la forêt pour capturer certains qu'il voulait convertir à l'islam de gré ou de force. Les belles femmes n'étaient pas épargnées pour satisfaire les désirs du roi. Un mauvais souvenir que ces communautés aiment aujourd'hui encore raconter aux visiteurs étrangers. Un grand reportage d'Ian Dembatine, Barasso. Originaire de la baie en République démocratique de Guinée, Alpha Yaya Diallo était un roi parmi tant d'autres. Il a sillonné presque toute la région de Kédougou. Aujourd'hui, il est accusé de beaucoup de mauvaises pratiques par les Bassari, qui disent avoir été ses proies. Alpha Yaya Diallo moom dafa bëggoon nag convertir Bassari yëpp en région musulmane te nous sommes animistes. Alpha Yaya Diallo voulait convertir les Bassari à l'islam alors qu'ils étaient des animistes. Et les Bassari ont quitté l'Est pour aller à l'Ouest.
Alpha habitait ici avec ses soldats. Il quittait cette résidence pour la capture des Bassari pendant que ces derniers étaient dans les grottes. Alors, plus grave, les Peuls savaient que leurs proies sont dans les grottes. Ils cherchaient de la paille pour les brûler vifs. Alors maintenant, là, c'était la résidence de Alpha Yaya Diallo avec ses soldats. Alpha Yaya Diallo fut à l'école. Et après, maintenant, lorsqu'ils la guerre a pris fin, ils ont quitté. Le roi Paul ne s'était pas arrêté à Etiolo, en pays Bassari et environ. Alpha a également fait beaucoup de victimes à Iwol, chez les Bédiques. Voilà, comme nous les Bédiques, on n'a pas voulu, on n'a pas accepté. Et là, les soldats sont mis en guerre. Là, les soldats prenaient les belles femmes, les plus jeunes, les amenaient obligatoires, les vieux et les vieilles mamans, ils les égorgeaient. Mais les rescapés, quand même, eux, ils sont partis se cacher dans des cavernes en dehors du village. Là, ils ne sortaient que la nuit pour aller puiser l'eau. Et même pour piler les céréales, ils écrasaient les milles contre des cailloux pour éviter le bruit des pilons. Son règne prend fin lors d'une grande guerre qui l'avait obligé à l'époque de rentrer en Guinée, son pays natal. D'ailleurs, quelques jours après, il a rendu l'âme. Et voilà, comme la guerre est devenue plus grave, c'est là qu'ils se sont réunis dans leur caverne. Et ils ont choisi quelques jeunes d'aller trouver le diable du village pour qu'il les aide une protection. Voilà, les jeunes sont partis, ils ont trouvé le diable, ils l'ont expliqué. Et le diable était très gentil, il a accepté. Rapidement, il est parti au centre du village, il a invité des abeilles. Et ces abeilles-là combattaient en faveur des Bédiques. Si une abeille piquait un soldat, avec le soldat mourait sur place. Voilà, c'est là que les Bédiques ont eu la paix. Mais Alpha Yaya, lui, le roi, il était le seul à retourner dans son village natal en Guinée. Malgré, comme il avait eu une piqûre d'abeille au cours de la guerre, 5 jours après la guerre, il est mort. Les traces d'Alpha Yaya sont toujours visibles à quelques mètres de côté, un village non loin d'Etiolo. Sa résidence et le mur qui servait dans le temps de prison sont devenus aujourd'hui une forêt touffue, difficile d'accès. Et Yann Dembatine n'a pas fini de faire le tour du Sénégal. C'est la fin de ce journal. L'information se poursuit avec hier, tout à l'heure, Sophie Abba. Et puis à 23h, ce sera le tour de Baba Ndiaye dans Djouki Priba. Merci de nous avoir regardés. Excellente soirée.